bonjour et bienvenue à l'émission en ce jeudi 15 février, lendemain de Saint-Valentin. Vous savez, pour la plupart des gens, recevoir un livre en cadeau, ça peut être un beau cadeau de Saint-Valentin. Mais quand on entre en librairie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choix. Et pour savoir qu'est-ce qu'on aime et pour découvrir quoi de mieux qu'un salon du livre, en Outaouais, on peut le vivre du 22 au 25 février prochain au Palais des Congrès. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Mélanie Rivet, la directrice générale depuis les 6 dernières années. Et donc, pour le 45e anniversaire du Salon du livre de l'Outaouais, on a beaucoup d'activités et c'est un 4 jours très intense. Vous pouvez d'ailleurs aller y participer. Les 4 jours, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à découvrir et on a aussi parlé des activités, mais bien sûr, de l'organisation de tout ça. Ça prend des gens, une armée de bénévoles et aujourd'hui, en 2024, c'est un tour de force de réaliser avec autant de bénévoles un événement aussi prestigieux que le Salon du livre de l'Outaouais. On se retrouve en fin d'émission, mais pour l'instant, place à la littérature. Bienvenue à Studio Libre. Depuis quelques années, ma prochaine invitée est toujours en mode slow. Mais quand on la côtoie, on se rend compte qu'il n'y a pas de W à la fin et que c'est plutôt SLO pour le Salon du livre de l'Outaouais. On parle avec la directrice générale du Salon du livre. Justement, Mélanie Rivet est avec nous. Bonjour, Madame Rivet. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de parler de littérature et surtout de parler du Salon du livre qui s'en vient le 22 au 25 février prochain. C'est 4 jours très intenses pour vous et je me demandais, ça fait quelques années que vous êtes là, je pense que c'est votre 5e année si je ne me trompe pas. En fait, je suis rentrée dans l'équipe de direction en août 2018 et j'ai pris la barre de la direction générale en août 2019. Mm-hmm. Donc, le Salon du livre depuis 2019, je l'ai fait. Là. Donc, 19, 20, 21, 22, 23, c'est mon 6e salon, dont 2 en pandémie, un comme DGA. C'est un beau melting pot, finalement. Mm-hmm. Effectivement. Puis je me demandais, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, on se demande qu'est-ce qui en est resté de tous ces salons qu'on a fait en pandémie? Est-ce que ça a modifié un peu votre façon de travailler à l'équipe? Le télétravail, hein, c'est pas une grande surprise. C'est rendu un mode de fonctionnement. Même pour le recrutement, c'est vraiment important pour les gens. Je m'excuse, j'ai le nez qui me chatouille, je suis désolée. C'est sûr que 2, 3 jours semaine, à peu près, la plupart des membres de l'équipe sont en télétravail. Ce qui fait que la synergie est différente. Il y a autant de synergie, mais le mode de fonctionnement des équipes est différent. Ensuite de ça, sur le plan de la programmation, de la diffusion, je pense qu'on a varié un peu nos façons de faire, mais on est revenu quand même avec attachement avec le mode en présence, devant des gens, avec des gens. Je pense que ça a amplifié notre besoin de se retrouver ensemble, finalement, plutôt que de nous faire accrocher au virtuel, comme certains ont gardé des programmations dans d'autres salons, des programmations numériques. Nous, on y va juste quand le côté artistique demande le numérique ou la distance d'un invité quand on est capable, mais on évite ça à tout prix pendant le Salon du livre, finalement. On a gardé évidemment des pubs, mais on en faisait avant sur le plan de comme sur nos chaînes YouTube et compagnie, mais on a préféré, dans le fond, vraiment intégrer le, le- l'aspect en personne. Ce qu'on a bonifié énormément grâce à la pandémie, je veux dire vraiment dire grâce à la pandémie, c'est notre carnet de programmation en ligne. Donc, on n'a plus de programme papier présentement. Par contre, le carnet en ligne, c'est pas juste un site web, là. C'est vraiment une base de données interactive qui fait en sorte qu'on peut passer des heures à se perdre et se retrouver finalement en cliquant sur un auteur, son livre, sa maison d'édition, sa séance de dédicace, en retournant à la fiche d'auteur pour aller vers une activité qu'il va faire, en découvrant un autre auteur, en pouvant cliquer dessus pour découvrir ses livres et ainsi de suite comme ça. Donc, cet outil-là qu'on a développé avec Studio Créatif Coloc, qu'on a bonifié au fil des années, n'aurait jamais pris autant d'ampleur, je pense, s'il n'y avait pas eu la pandémie, parce qu'on c'est devenu une vitrine virtuelle pendant la pandémie, puis on a gardé cet aspect-là en ramenant les gens au Salon du livre. Donc, on a le meilleur des deux mondes dans ce cas-là. Ça vous a forcé aussi, justement, à être créatif, comme, les auteurs le sont créatifs. Je regardais le prix d'entrée également pour entrer au Salon du livre. C'est vraiment peu dispendieux. Et on le sait, en 2024, faire des activités qui sont peu dispendieuses, c'est plutôt limité. Est-ce que c'était
pour vous, encore une fois cette année, un objectif de garder les prix d'entrée assez bas pour que tout le monde puisse y accéder? Absolument. J'ai jeté un coup d'œil là, parce que je vérifiais les prix pour les avoir en tête, parce que j'ai joué beaucoup avec les tarifs des bracelets passeport 4 jours. Mhm. C'est vraiment une offre incroyable parce que pour le prix d'une entrée quotidienne, on peut en avoir pour 4 jours, donc en payant une seule fois. On a ajouté dernièrement aussi les prix étudiants. Il y avait déjà les prix ados, enfants, c'est gratuit en bas de 12 ans. On avait des prix aînés, des gratuités pour les aînés. On a rajouté un après-midi de plus. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel, comme vous avez dit, d'avoir une accessibilité au salon. Mhm. Puis ça se peut qu'au fil des années, on ajoute un peu de frais, là, mais on va toujours penser à est-ce que les gens ont accès, peuvent avoir accès à la culture, au salon, à rencontrer leurs auteurs. C'est leur salon, c'est vraiment les auteurs qui sont là pour les rencontrer eux. Maintenant, il y a des impondérables, mais il y a des dépenses énormes pour faire un salon. Donc, on peut pas rendre ça gratuitement, accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais avec les laissez-passer étudiants, avec les ententes avec les partenaires, avec des groupes spéciaux qui ont des tarifs réduits, avec Passeurs culturels à l'UQO qui a maintenant un programme spécial aussi d'accès pour les futurs enseignants, la carte accès Gatineau. On a tout plein, la STO, on a tout plein de partenaires qui font en sorte que c'est possible d'avoir vraiment un accès à bon prix, sinon à pas de prix du tout, gratuitement, pour avoir accès à une programmation hors pair. Il faut quand même dire qu'on a 153 activités sur les scènes. Quand même. Donc, nous, on engage beaucoup d'artistes pour qu'ils fassent des prestations, des entrevues, des fois des lectures, des spectacles pour le public. Donc, évidemment, l'art, ça se paie. Il faut reconnaître les artistes, mais en même temps, on a des bailleurs de fonds, on a des partenaires financiers. Ça nous permet de Évidemment. réduire énormément les frais pour le public, là. Mhm. Aujourd'hui, on sait que la culture, notamment la littérature, eh bien, ça a changé. On a vu, bon, des livres audio arriver. On a vu aussi tout le numérique arriver, des liseuses. Il y a peut-être quoi, une vingtaine d'années, on en parlait beaucoup moins. Et donc, la technologie, bon, a fait en sorte que les gens ont diversifié leur lecture. Comment on fait pour les ramener aux livres traditionnels? Et est-ce que c'est le but, justement? Ah, c'est une belle question, ça. Est-ce que c'est le but? Ben, je dirais juste que les gens sont venus naturellement ou sont revenus naturellement vers le livre traditionnel durant la pandémie. J'ai encore Mhm. nommé la pandémie. On a vu les ventes de livres exploser un peu partout. C'était le loisir autorisé, accessible. Vous pouvez se commander des livres en ligne sans contact et se faire livrer à domicile, ou la librairie de quartier qui était ouverte des fois pour mettre des paquets à l'extérieur. Donc, le livre, contrairement à ce qu'on avait peur il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, le Mhm. livre numérique n'a pas englouti le livre papier, puis le livre se porte mieux que jamais, je dirais, en tout cas au Québec puis au Canada. Mhm. Ça va très bien. Et les livres audio ne font que bonifier l'expérience. Je parlais avec des gens, puis des gens qui me disent, je me sens coupable, j'ai pas lu un livre parce que je l'ai écouté. C'est Mhm. une réflexion à avoir, mais tu as quand même écouté l'œuvre d'art d'un artiste qui a pris la peine d'écrire des mots qui ont été interprétés par lui, elle ou quelqu'un Effectivement. d'autre. Donc, pour moi, c'est une expérience artistique qui se vaut tout à fait. Puis, tu as eu un récit dans les oreilles. Donc, pour moi, c'est juste une autre forme de consommation. Mais souvent, les gens ont les deux. Ils ont le livre papier, ils ont le livre audio ou ils ont juste du numérique. Il y a vraiment des fans du numérique. Ils peuvent partir en voyage avec 50 livres dans la valise de façon très, très pratique. Mais ça nuit pas. Les éditeurs tentent de faire des livres accessibles. Ça, je trouve ça Mhm. magnifique. Il y a des gros défis dans ça. Mais le livre accessible, ça peut être un livre audio, ça peut être un livre où les caractères se grossissent. Donc, Ah! il y a vraiment tout plein d'adaptations. Il y a encore des défis pour la bande dessinée, par contre, mais Mhm. il y a vraiment plein d'adaptations. Donc, je dirais que le côté numérique est venu bonifier l'expérience des lecteurs, des lectrices, puis leur permettre d'avoir une plus grande accessibilité plutôt que de nuire, dans le fond, à la production. Là, je dirais il y a un fourmillement d'éditeurs, il y a un fourmillement de projets, il y a un Ah oui? fourmillement d'auteurs. Donc, on n'est pas prêt de manquer de livres. Après ça, est-ce qu'on va manquer de lecteurs? On va voir. Mais pour l'instant, l'année passée, on a battu des records en visite au salon. Donc, puis nos visites scolaires sont pleines. Les profs sont vraiment Mhm. engagés. Ils amènent leurs élèves. Les universités, les cégeps sont là. Les groupes sociaux sont avec nous. Ils n'arrêtent pas de nous appeler, confirmer leur présence de leur groupe. Donc, j'ai l'impression que les gens se sont un peu transformés dans la lecture, mais ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté, puis je pense que l'écosystème du livre a suivi un petit peu la parade. Mhm. Ça a fait aussi que ça a amené des gens qui ne lisaient pas, par exemple le livre audio, eh ben, ou Mhm. qui n'avaient pas le temps nécessairement. Bon, avec les charges familiales, on sait tout le quotidien qui nous remplit, le travail. Eh ben, souvent, on
on perdait notre temps, je le mets entre guillemets, là, dans le trafic, eh ben, pourquoi pas écouter un livre audio présentement? Absolument, absolument. Il y a des gens qui ont commencé à lire grâce à ces technologies-là. Donc, c'est vraiment pas à négliger comme approche. Puis, notre salon cette année, c'est à voix haute. Donc, c'est vraiment une belle année pour célébrer le livre audio. Puis, tous les balados aussi qui Mhm. s'intéressent de près ou de loin à la littérature et à leurs créateurs. Je pense à Transiteur Média avec qui on travaille régulièrement. Je pense à un projet avec des jeunes qu'on a lancé, Lance ton balado. On les a amenés à réfléchir sur la place du livre dans l'avenir. Mais on n'a pas fini de s'adapter. Puis, ben, ceux qui font des longues routes sont bien contents d'avoir de l'audio. Donc, pour les autres, il y a encore du papier en masse. On fait livrer beaucoup de vannes de livres au salon pour la semaine du salon. Donc, je garantis que c'est J'imagine. encore là. Oui, j'imagine que ça doit être assez spectaculaire de voir. Bon, j'ai vu, bon, les salons de l'auto, on s'entend à Montréal, c'est assez spectaculaire aussi, mais salon du livre, comme vous dites, il y a beaucoup de matériel qui sont livrés. Mais justement, pour ceux qui se disent, eh bien, comme moi, je ne suis pas un avide lecteur. Bon, je vais lire plus souvent des manuels d'instruction pour un logiciel ou pour une machine avec laquelle je travaille ici à la TVC. Mais comment est-ce qu'on fait pour intéresser ces gens-là à la lecture qui, a priori, disent oh non, 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 moi je suis pas un lecteur, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant comme point de rencontre, puis faut se rappeler que je suis une fille qui vient aussi de l'univers de la scène, des arts de la parole, Mhm. mais c'est d'entendre les auteurs en parler ou en lire. Je pense que là, c'est une super belle avenue. Puis on peut se rendre compte, hey, finalement, ça n'a pas l'air plate. Des fois, ça commence comme ça. Ça n'a pas l'air plate. Là, tout d'un coup, tu rencontres l'auteur. Tu sais aucune idée de ce qu'il a écrit, mais tu rencontres Mhm. l'auteur, tu jases avec. Ben, je vous dis qu'il y a des auteurs avec qui on s'accroche les pieds, que finalement, ils nous restent dans la tête, puis on a envie d'aller fouiller, finalement, voir qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont écrit, pardon, pour le lire. Donc, je pense que la rencontre, puis le salon, ça sert à ça. Tu sais, c'est pas un Costco, c'est pas une grande librairie, c'est vraiment un lieu de rencontre. Mhm. Donc, oui, il y a beaucoup de livres, tu peux acheter des livres sans parler à personne si tu le souhaites, mais je pense que c'est par là qu'on peut développer un intérêt pour les livres, la lecture, puis tu sais, nous, on se force pour mettre une multiplicité d'artistes sur la scène et les éditeurs, ben, ils varient beaucoup leurs auteurs dans leur stand aussi. Donc, il y a une variété. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller fouiner, d'aller écouter un petit peu les entretiens, tout ça. Il y a une super belle variété. Puis ceux qui ont peur de rentrer dans un salon du livre, ben, on va se tenir au Minotaure pour faire des shows littéraires aussi. Donc, ça peut être là qu'on rencontre l'auteur qu'on va trouver intéressant après. Il y a vraiment différentes façons d'approcher les choses. Et puis, si on bouquine dans le salon et on n'a rien trouvé à notre goût, c'est pas grave, c'est un premier contact qu'on aura fait. Je sais qu'il y a quelques années, on a commencé à travailler avec le Lab, qui est un organisme Mhm. socio-culturel d'intégration artistique. Et maintenant, le Lab nous appelle pour dire nos participants veulent absolument aller au salon cette année. Est-ce qu'on peut s'arranger pour faire des passes médias pour les jeunes qui font un balado? Ben, il y a 5 ans, c'était pas le cas. Les jeunes du Lab ne fréquentaient pas le salon du livre. Maintenant, c'est leur salon du livre. Donc, ça prend une première fois, tout simplement, je pense. Mhm. L'initiation, ça doit être bien fait. Puis dans un salon du livre, justement, on parlait de rencontrer des auteurs. Et d'ailleurs, la présidence d'honneur cette année revient à Léa Clermont-Dion, qu'on connaît, qui a fait de la télé et des livres aussi. On a fait un et un autre. Comment est-ce qu'on choisit Mhm. une personne comme Léa Clermont-Dion parmi la quantité d'auteurs qu'il y a au Québec? Cette année, on aurait eu 100 auteurs à l'honneur si on Mhm. s'était pas retenu. Alors, on en a beaucoup, on en a 10 finalement. Le processus officiel, ce qui se passe, c'est que ben, il y a une partie que la direction artistique de la programmation, qui est Lisanne Roux-Leblanc cette année, fait une veille. Donc, dans les mois qui précèdent le salon, qui précèdent la date des choix, on fait une veille puis on regarde qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. D'un autre côté, on appelle les éditeurs à nous soumettre des candidatures. Puis on leur Ah. demande pourquoi vous soumettez cette candidature-là. Donc, on comprend que ça va être un livre dans l'année, publié dans l'année qui a précédé, dans le fond, la prochaine édition, et qui considère que l'auteur ou cette œuvre-là en particulier mérite d'être lu, entendu et mieux mis en marché, finalement, mieux connu du grand public. Et après, on réunit un comité indépendant. Donc, oui, il y a moi, il y a la responsable de programmation, mais il y a aussi tout un comité qui est issu du conseil d'administration du Salon du Livre et qui vont se pencher sur les qualités des différents auteurs pour décider quel est le panel idéal pour nous, sachant qu'on cherche à avoir une équité entre les femmes puis les hommes au fil des années. Des fois, il y a plus de femmes, des fois, il y a plus d'hommes, mais au Hmm. fil des années, on veut avoir une équité. On veut avoir divers profils littéraires, divers profils culturels. On veut que les gens se reconnaissent
à travers ceux qui sont présentés. On veut avoir des grandes vedettes qui nous portent, puis on veut avoir des auteurs qu'on fait découvrir aux gens. Donc, on s'arrange pour avoir vraiment un équilibre là-dedans. Cette année, parmi les grandes vedettes, on a Alexandre Jardin. Évidemment. Léa Clermont-Dion, à sa façon, est évidemment rendue une grande vedette aussi. Mais on a des auteurs qui sont un peu moins connus du grand public, comme Dali Giroux, qui est pourtant une essayiste extraordinaire, professeure à Ottawa, qui est publiée plusieurs fois chez Mémoire d'Encrier, mais qui gagne à être connue chez elle. On a Émilie Monette aussi, qui une dramaturge qui gagne des prix partout dans le monde, qui est peu connue chez eux, puis elle vient d'Elmer, elle vient du coin. Donc, on a pris sur nous de faire mieux reconnaître certains auteurs, puis d'autres qui vont nous porter. Louise Portal, il y a plein de gens qui nous ont écrit, oh mon Dieu, Louise Portal va être là, on est content, tout ça. Donc, la sélection se fait vraiment dans une discussion. Cette année, le comité avait 10 personnes et il y a eu des grosses discussions à savoir. Il y a des gens, tu sais, on ne voulait pas éliminer de la liste, mais on ne pouvait pas en Non, avoir 20. évidemment. Oui, Là, c'est tu sais. clair. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Puis l'éditeur doit s'engager à être présent. Donc, il y a des gens, des fois, du public qui nous chicanent parce qu'on n'a pas tel ou tel auteur. Mhm. Ben, nous, on ne peut pas le proposer si l'éditeur n'est pas présent au salon. Donc, il faut que l'éditeur s'engage à être présent au salon et nous propose des auteurs qu'il veut mettre de l'avant. À partir de là, nous, on fait une sélection. Mhm. Il y a dans tous les domaines d'art, et là je pense que je vais me faire lancer des roches par certains, mais dans tous les domaines d'art, il y a des gens qui, je vais les appeler les bien-pensants. Ceux qui ont une vision bien propre à eux et qui sont souvent rébarbatifs à ce qu'on appelle l'art populaire. Si on n'est pas parmi les grands auteurs, et là je prends des accents, mais on le sait, il y a des gens comme ça et qui, un peu, j'allais dire, ternissent ou polarisent la vision que l'on a du domaine à l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, justement, satisfaire ces gens-là qui veulent avoir de la grande littérature avec un grand L et des gens, tout simplement, qui veulent découvrir de la littérature? Ben, on se fait un panel d'honneur de 10 personnes, Mhm. puis on fait une Évidemment. programmation de 200 activités. Et on se chicane un peu dans le bureau, des fois, avec notre collègue pour voir qu'est-ce qui est le plus important, deux types Mhm. d'activités. Sérieusement, c'est vraiment un souci que l'équipe du salon a depuis toujours, je pense. En tout cas, je ne sais pas si c'était les 3, 4 premières années de son existence, c'est 45 ans cette année, Mhm. mais assurément depuis au moins les 10, 15 dernières années, d'avoir des gens qui répondent à différents besoins des lecteurs puis du public. Je pense à Yves Beauchemin, là. Ben, Oui. les gens qui ont mon âge, Yves Beauchemin, c'est le Matou, c'est Guillaume le Métivier à l'époque. Mhm. Puis il y en a d'autres, pour eux, c'est de la comédie musicale qui va être montée là, à l'automne, là, tu sais, à partir de ce livre-là. Puis il y en a d'autres pour qui c'est personne, là. Je veux dire, je parle à mes enfants de 17, 19 ans, ils savent pas c'est qui, mais je suis contente de pouvoir ramener ce classique-là de notre littérature à l'avant-plan. Puis j'ai une équipe, puis un CA qui a accepté de faire ça, tu sais. Je pense que c'est notre devoir de mettre des gens comme Marie-Hélène Poitras de l'avant avec ses réflexions, ses œuvres littéraires qui gagnent des prix de manière générale, mais qui sont pas connus encore de tout grand public. C'est quelqu'un qui est super intéressant à entendre, qui est très drôle, qui est une ancienne cochère, mais qui est à la Oh fois oui. très intellectuelle, qui est une critique, qui est une journaliste très, très sérieuse, mais en même temps, qui peut avoir du plaisir. On la met dans un quiz très loufoque avec Ghislain Tachereau, puis Tristan Demers au salon, puis Sébastien Diaz. Je pense que ça va vraiment valoir la peine de venir voir ça. Donc, on va chercher, puis tu sais, je pense à Jean-Marc Dalpé aussi. Mhm. Je- je- Notre mission, c'est de répondre le plus possible à la fois aux attentes du public puis de les surprendre en même temps. Puis Mhm. on se fait, dans le fond, une programmation, une recette, hein? On fait un gros gâteau, là, puis on essaie là, qu'il soit bon, qu'il soit un peu sucré, mais pas trop, puis qu'il y ait des petites surprises à l'intérieur, finalement. C'est comme ça qu'on approche la programmation. On en a parlé tantôt, on a glissé les mots aussi. On parlait des jeunes et de la littérature. Souvent, on a l'impression, bon, vous avez des groupes scolaires, et on a l'impression que les jeunes quittent la littérature dite plutôt traditionnelle pour, exemple, donner les médias sociaux, pour tout ce qui est de nouvelles technologies. Comment est la lecture au niveau des jeunes? Parce que, bon, on se rend compte aussi que les épreuves de français sont de plus en plus ratées par certains élèves au secondaire. Donc, comment est-ce qu'on peut établir l'état de la situation de la littérature auprès des jeunes? Ben, je suis un peu ambivalente par rapport à ce message-là qui est lancé parce que
faut marcher au Salon du Livre puis voir combien il y a de jeunes dans tous les raccoins, sur tous les bancs en train de lire, en dessous des dispositifs de scène, puis qui veulent juste lire leurs livres en mangeant leur collation. Mhm. Les jeunes aiment encore beaucoup les livres. Maintenant, il y a un âge où ils décrochent en général. C'est Mhm. quand ils sont plus obligés de lire pour le plaisir de la littérature. Donc, quand ils rentrent au cégep, tu sais, à la fin du secondaire, puis pendant le cégep, puis même à l'université, ou ceux qui vont juste travailler, là, c'est là où c'est plus difficile de les garder accrochés, sauf s'il y avait un style ou une série ou Mhm. un auteur fétiche qui continue à écrire pour eux. Mais justement, nous, on a fait plusieurs programmes. On est associé avec le secrétariat à la jeunesse, avec l'Association des salons du livre du Québec. Puis on a développé au cours de l'année des programmes où on invite les jeunes adultes à planifier, réfléchir une activité qu'ils ont envie de voir sur une scène au salon ou à la Maison des arts littéraires durant l'année. Donc, ça les engage à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, à choisir les artistes qu'on peut inviter. Nous, on les invite pour eux, on les paye, tout ça, on les fait venir et ils invitent leur gang à assister à l'activité. Fait que veut pas, ils ont un intérêt. Donc, ça donne cette année un cabaret de littérature queer avec Oh. Michel Lapierre Dallaire, Samuel Larochelle, Nicolas Dawson, qui vont parler chacun à leur façon de leur littérature, comment ça s'inscrit dans le fond, dans leur processus, qui Mhm. vont finalement s'adresser à du public qui leur ressemble. Donc, comment on peut faire pour intéresser les jeunes? Ben, leur proposer des activités puis des œuvres qui leur ressemblent. Puis, comment faire pour qu'ils sachent qu'on offre ça? Ben là, on est en train d'engager des YouTubers, des YouTubeuses, des influenceuses, des gens qui sont sur Instagram, sur un paquet de plateformes pour, pas sur Facebook, ça a l'air que les gens, ça marche pas, mais sur les autres plateformes pour leur faire juste connaître ce qu'on fait, puis ce qui se passe, puis d'engager des jeunes auteurs aussi dans l'action. Ça rend le livre plus proche de ces jeunes-là. Donc, je pense qu'il faut juste travailler en collaboration avec les jeunes, faire avec, par et pour. Puis je pense que c'est là qui est l'astuce qu'on a développée, là, je dirais, Mhm. depuis 2 ans. Et puis, on a fait une activité comme ça durant l'automne en pré-salon là, à la Maison d'art littéraire et c'était plein à craquer, c'était magnifique. Et les jeunes animaient sur scène en plus, recevaient leurs auteurs et c'était vraiment fantastique. Donc, on a repris l'expérience pour le Salon du Livre cette année, puis on n'arrêtera pas de faire ça, là. Dans le fond, faut juste écouter nos jeunes, puis on va savoir ce qu'ils ont envie, puis on va pouvoir leur Mhm. proposer des livres qui ont de l'allure. On parle de collaboration depuis tantôt entre bon, les auteurs, entre les éditeurs, mais pour créer un salon du livre comme ça, les gens vont se dire, wow, c'est 4 jours, ça ne doit pas être si complexe que ça, d'organiser tout ça. On parle d'une équipe de combien? Parce que vous l'avez mentionné, bon, vous ne pourriez pas faire ça seul, évidemment. Vous avez parlé de conseil d'administration, mais il y a toute une équipe aussi à l'arrière. Oui, absolument. L'équipe est composée présentement de 6 personnes. Donc, il y a 5 postes permanents, plus un poste de chargé de projet assistant, mais ça, plus un contractuel qui gère un autre projet, plus tous les gens qu'on engage temporairement au salon, donc l'équipe de audiovisuel, l'équipe d'aménagement qui s'assure de l'entrée du matériel, les fournisseurs de stands d'aménagement, toute l'équipe du Palais des Congrès, 260 bénévoles qui viennent avec Wow. nous. Et tout ça, ça commence au mois de juin. Donc, on va finir le salon à la fin du mois de février. On va se reposer un peu, rédiger nos rapports et on va recommencer. Et la passion ne vous a jamais quitté. On parlait de votre entrée en 2018, depuis 2019 maintenant à la barre du Salon du Livre. Et vous avez toujours le même engouement, le même sourire à parler du Salon du Livre. Qu'est-ce qui fait que justement vous avez cette passion-là encore une fois et que ça va continuer, je pense, pour bien d'autres années? Mais une de mes passions premières, ben, les arts en général. Je suis vraiment passionnée par les arts, puis par les livres en particulier, mais par les arts littéraires aussi et Mhm. par les autres formes d'art. Puis j'aime mettre les gens en contact. Ben, la job d'une directrice de salon, c'est exactement ça, de mettre les gens en contact entre eux et avec des œuvres d'art qui vont leur faire vivre quelque chose. Donc, quand ça se passe, moi, je suis extrêmement heureuse. Donc, parfois, je suis fatiguée, c'est un gros événement, puis il y a beaucoup depuis 2, 3 ans, là, avec la pandémie, ça a été difficile parfois. On réfléchit à notre avenir, puis tout d'un coup, on arrive là, comme ça, là, une semaine ou deux avant le salon, puis on a juste hâte d'être là dans l'action, de vivre l'effervescence, puis de voir des gens heureux autour de nous. L'année passée, ça m'a tellement ébahie de voir à quel point les gens étaient heureux et souriants d'arriver au Salon du Livre. Mais ça, c'est comme une très, très bonne nourriture, comme une bonne dose de sucre, là. Donc, c'est quand même, ça rend un peu dépendant, finalement, ce bonheur intense-là en 4 jours. Je sais que c'est seulement dans 5 ans, parce que vous l'avez mentionné, c'est la 45e édition. Est-ce que vous avez des visées pour le 50e anniversaire, qui est quand même
une marque importante pour un salon du livre, surtout ici à Gatineau. Oui, mais en fait, j'en jasais avec des gens au mois de l'Histoire des Noirs il y a quelques jours. Mhm. Il y a 45 ans, Culture Outaouais naissait, l'Association des auteurs de l'Outaouais naissait, puis le Salon du livre naissait. Donc, il y a quelque chose qui avait dans l'eau il y a 45 ans. Donc, dans 5 ans, on fête notre 50e. Moi, je rêve d'avoir une exposition muséale Oh. avec tout plein d'archives, photos, vidéos, textuelles. Il y a tout plein de choses. Puis, on a un archiviste extraordinaire qui est là depuis les tout débuts, Jean-Paul Moreau, qui a Ah ben capté oui. sur le plan audio tous nos salons. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on fasse avec le Centre régional d'archives de l'Outaouais ou d'autres partenaires, qu'on fasse une très grande exposition hommage de type muséal. Puis là, ben, moi, je suis pas une conservatrice, fait que peut-être que je prends pas les bons mots, mais vous comprendrez ce que je Oui, veux dire. absolument. Et pour avoir côtoyé Jean-Paul Moreau, vous avez le meilleur archiviste que je connais parce qu'il est d'une rigueur incroyable. Et justement, on parlait en début d'entrevue de slow, en parlant de lenteur. Et je me suis souvenu que le dernier livre que j'ai relu d'ailleurs, après le cégep, parce que je l'avais lu au cégep par obligation, c'est La lenteur de Milan Kundera, qui est décédé l'année Voilà. dernière. Et puis, ça m'a fait remarquer qu'un livre peut avoir une deuxième vie plus tard dans notre vie et avoir toute une autre signification avec nos expériences. Absolument. C'est pour ça que c'est le fun quand on a terminé de lire nos livres. Si on ne veut pas les garder, on passe au suivant. Puis ils Mhm. vont tous vivre une aventure. Sinon, on les met dans une boîte, puis on les ressort. On change une bibliothèque une couple d'années après, puis on redécouvre des choses. J'ai fait ça dernièrement, moi aussi, relire des coups de cœur, là. Donc, je vous en Mhm. souhaite tous des coups de cœur, en fait. Ben, on souhaite que justement tous les gens qui vont aller au Salon du livre de l'Outaouais du 22 au 25 février, eh ben, découvrent et aient des coups de cœur. Et je pense que avec votre organisation, vous allez faire des coups de cœur, ça j'en suis certain. Merci beaucoup, Mélanie Rivet, directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 15 février de Studio Libre. Pour tous les détails sur le Salon du livre de l'Outaouais, consultez le slo.qc.ca. Un grand merci d'ailleurs à Mélanie Rivet, directrice générale de l'événement, qui nous a parlé aujourd'hui. Et nous, eh bien, on va se retrouver sur YouTube, sur Facebook. Suivez nos médias sociaux TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver. Et on va se retrouver, nous, mardi prochain, pour un autre Studio Libre.